Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'un professeur de physique-chimie qui lutte contre l'homophobie et le harcèlement au sein de son lycée grâce notamment à son compte TikTok où il est suivi par plusieurs millions d'abonnés. On voit ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous. Bonjour Jeanne, et qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'une bande dessinée parue cette année aux éditions d'Argo. Son sujet, un procès artistique et historique qui a opposé le sculpteur Constantin Brancusi aux Dianes américaines au début du XXe siècle. Oui, absolument. Ça se passe en 1926. C'est un procès qui va voir l'opinion publique se déchirer autour de la question de l'art abstrait. On en voit les tenants et les aboutissants tout à l'heure. Et puis, il porte la conviction que l'intelligence artificielle générative représente une formidable opportunité pour l'enseignement supérieur. Ils sont spécialisés aussi dans le passage d'examens et de certifications à distance. C'est Test Week que nous recevons aujourd'hui dans l'école du futur avec son président, Clément Régnier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On va en parler dans un instant, mais d'abord, focus. En assumant face à ses élèves son homosexualité, un jeune professeur de physique-chimie d'un lycée de Clermont-Ferrand lutte à sa façon contre l'homophobie et le harcèlement. Mais celui qui a maintenant plus d'1 demi-million d'abonnés sur TikTok fait aussi beaucoup rire sur les réseaux sociaux parce que dans ses vidéos, il n'hésite pas à se moquer très gentiment de ses élèves et ces derniers en redemandent. Voici quelques exemples avec ce portrait de ce prof pas comme les autres, signé Xavier Terrade. Je m'appelle Timothée, je suis professeur de physique-chimie, j'ai les secondes, des premières et terminales. Et j'enseigne aussi en première et deuxième année à l'université. Et très actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Quand on tape professeur influenceur dans Google, son nom est l'un des premiers qui apparaît. Et pour cause, Timothée Curado est plus connu sous le nom de TimTHC sur TikTok, où il a 1 300 000 abonnés. Sur son compte, ce professeur de physique-chimie d'un lycée de Clermont-Ferrand de 28 ans n'hésite pas à se moquer gentiment de lui-même, de ses collègues, mais aussi de ses élèves. Bonjour, excusez-moi, je trouvais pas la salle, madame. Non mais madame, m'envoyez pas en vie scolaire, c'est à cause de la prof de français, là, elle met 30 ans à nous lâcher aussi. Pourquoi tout le monde arrivait à l'heure et pas moi? Ok, vous êtes une bande de clochards, de toute façon. Bonjour. Oh punaise, la porte est fermée, tu crois qu'elle va nous prendre, là? Mais si la porte est fermée, cherche pas, frère, c'est mort. Mais pour 2 minutes, elle aussi, là. Bon, allez, aujourd'hui, on va faire un travail de groupe. Sarah, tu vas aller travailler avec Jules et Kevin, s'il te plaît. Pardon? C'est quoi ça? Sarah, tu vas travailler avec Jules et Kevin. Non, on joue pas dans la même division. Moi, je fais les 3-4 millions d'audimat, je me mélange pas avec les clochards. Sorry, darling. Non? Attends, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui fais les groupes. Et t'as pas à les traiter de clochards, déjà. Sur Instagram, Timothée Curado a près de 200 000 followers. Sa notoriété lui a permis de participer avec d'autres amis influenceurs à la série Dans le manoir sur YouTube, mais aussi de multiplier les partenariats avec des marques. Mais malgré ses multiples activités et sa constante envie de se renouveler, Timothée n'en oublie jamais son premier métier, professeur, un prof enseignant également à l'université et qui n'hésite pas à assumer son homosexualité, au risque de faire parler, même en salle de classe. Je sens que l'année va être longue. Mais longue, mais longue. On me pose souvent la question si les élèves me respectent. La réponse est oui, dans la majorité des cas. Mais clairement, ce matin, il m'a pas du tout respecté. Pas du tout. Et là, il me regarde. Et il me dit pas. Bah ça va, monsieur, il vous a bien fallu 2 ans pour trouver un mec. Bien sûr, tout le monde s'est mis à rigoler. Et moi aussi. Dans ses vidéos, il le dit avec humour, mais chez ses élèves et ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, cela a permis de libérer la parole. À sa façon, sous couvert de vidéos légères et d'humour taquin, Timothée Curado est devenu une des principales figures 2.0 de la lutte contre l'homophobie et plus globalement contre le harcèlement. Dans un secteur en constante évolution, l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur suscite des questions cruciales sur son impact, notamment ses avantages potentiels aussi, ses défis éthiques et la manière dont elle peut être intégrée de manière équilibrée et éclairée dans l'éducation. Et justement, on va en parler dans la première partie du talk. Et
Et aujourd'hui, je le disais en introduction, à de côté pour en parler, Clément Régnier, vous êtes directeur du développement et des partenariats chez Testui. Testui, c'est une société française créée en 2014 qui conçoit et développe une plateforme d'examen en ligne. En plus de 8 ans, vous avez déjà acquis une expertise et un savoir-faire inégalé permettant à votre entreprise de devenir leader européen de l'examen en ligne. Et vous avez récemment lancé Testui IA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Merci pour cette belle introduction déjà. Testui IA, ça a été une idée qui a été lancée quand on a découvert avec beaucoup d'autres personnes en France et plus largement dans le monde ce que c'était l'intelligence générative et surtout la capacité de pouvoir l'utiliser très facilement grâce à l'interface mise en place par OpenAI en début 2023. Et on s'est dit on ne peut pas laisser cette opportunité filer, il faut qu'on puisse implémenter et utiliser et surtout mettre à disposition cette intelligence artificielle auprès de nos utilisateurs. Auprès de nos utilisateurs, que ce soit professeurs, et nos utilisateurs qui soient correcteurs. Et donc, en fait, ce qu'on a pensé, c'est faire un assistant personnel, si vous voulez, qui va permettre aux professeurs et aux correcteurs de pouvoir gagner du temps. Et donc, un petit exemple, tout simplement, le professeur, depuis notre interface Testui, lorsqu'il crée des questions, lorsqu'il veut organiser ses sessions d'examen, qu'il est un peu dans le rush, qu'il a un peu un manque d'idées, il va pouvoir demander au système de l'accompagner et de l'aider à générer des questions, que ce soit des QCM, que ce soit des QCU, que ce soit des questions type dissertation. Il va pouvoir demander à l'intelligence artificielle de lui proposer des questions. Ça, c'est un des exemples. Un autre exemple, c'est on a un cours. Le professeur a déjà son cours qu'il a présenté à ses étudiants, qu'il va présenter à ses étudiants. Et plutôt que de réfléchir à faire des questions, il va pouvoir téléverser dans le système son cours, que ce soit en PDF, ou que ce soit en PowerPoint ou autre, et le système va lui générer des questions sur la base du cours qu'il a organisé et qu'il a écrit. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, grâce à l'intelligence artificielle, on va aussi pouvoir procéder à la correction assistée des copies des étudiants pour gagner du temps. Et derrière, l'idée, c'est que le professeur puisse passer plus de temps sur l'aspect pédagogique et explication auprès des étudiants, en fait. En quoi Testui IA, cette nouvelle fonctionnalité que vous venez de lancer, représente une véritable opportunité dans le secteur de l'enseignement supérieur ? Entre autres, c'est justement ce gain de temps, c'est le retour que vous avez du terrain ? C'est ça. Si vous voulez, aujourd'hui, donc Testui IA est lancé officiellement et commercialisé depuis le 1er septembre 2023, depuis la rentrée académique. On a fait les développements nécessaires d'un point de vue technique entre février et mai 2023. Et puis après, on a fait un POC auprès de 3 écoles dans l'enseignement supérieur, 3 écoles de management en France, auprès des administrations, mais aussi surtout auprès des professeurs. Donc on a pu tester en situation réelle avec des vrais professeurs qui ont testé aussi avec des vrais étudiants. Et le retour, c'est assez incroyable, c'est que globalement, on a un prof qui nous dit moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire et ce que je fais, mais par manque de temps, je ne le fais pas assez souvent, c'est de pouvoir permettre de lancer un petit quiz avant le cours, avant l'enseignement, pour savoir si l'étudiant a déjà préparé, savoir si l'étudiant a déjà des notions, à savoir un peu son niveau. Et donc, ce qu'il fait, c'est que traditionnellement, il nous disait qu'il prenait une demi-journée par cours pour préparer un petit QCM avant d'avoir ce petit test de positionnement. Et avec ce test qu'il a pu faire au mois de mai, il mettait son cours dans le système et en 4 minutes, il avait 20 questions QCM qui lui permettaient de le distribuer après aux étudiants. Donc vous voyez, une demi-journée, 4 heures versus 4, 5, 6 minutes, suivant si après en module on fait des petits ajustements. Le gain de temps ici est énorme. Et donc derrière, en fait, c'est la possibilité de pouvoir utiliser très largement et de pouvoir systémiser, si on veut, la possibilité d'organiser des petits quiz de positionnement pré-examen. L'idée, ce n'est pas nécessairement de remplacer le professeur à terme par la machine. Le professeur a toujours sa valeur ajoutée, notamment sur les examens de fin de semestre. Aujourd'hui, les professeurs ont toujours cette envie et cette volonté de continuer à saisir eux-mêmes leurs examens. Peut-être qu'ils se feront assister par la machine, mais ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas la machine qui va produire et le professeur qui va relire derrière sur les examens à forts enjeux, l'examen de fin de semestre. Et sur la partie correction,
ce qu'on voit aujourd'hui sur de la correction examen traditionnelle classique, que ce soit sur papier, comme on a tous pu le connaître quand on était à l'école ou à l'université, ou sur des examens déjà réalisés sur ordinateur, ce qu'on voit, c'est que les professeurs, dans certains cas, vont faire une correction un peu rapide. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 200 copies, ils ont 300 copies. Et ça, c'est pas exceptionnel, c'est 300 copies par semaine dans certains cas. Ils n'ont pas la possibilité d'accorder autant de temps à la correction. Donc on vient se positionner comme vraiment un assistant personnel qui vient accompagner le professeur étape après étape sur cette partie correction. On a une possibilité, c'est de pouvoir permettre à l'IA de produire des commentaires, copie par copie et paragraphe par paragraphe. Le professeur est libre de pouvoir les sélectionner et de pouvoir les ajouter à la copie qui après sera transmise à l'étudiant. S'il ne souhaite pas que le commentaire proposé par l'IA soit ajouté à la copie, eh bien à ce moment-là, il ne va pas faire ce choix de pouvoir l'ajouter. Donc ça, c'est la première étape, c'est des commentaires. Deuxième étape, c'est de permettre au professeur, finalement, de transmettre une copie corrigée mais enrichie dans le sens où il a la possibilité de transmettre les bonnes réponses et de transmettre les parties de cours que l'étudiant aurait dû peut-être approfondir lors de sa révision, pour lui donner l'endroit du cours qui fait référence à la question. Permettre d'approfondir les connaissances. Exactement. Et la troisième étape, c'est que l'IA, ici, vient proposer une note au professeur et fait un comparatif, en fait, si vous voulez, entre toutes les copies. Donc, c'est une note qui est pondérée par rapport à l'ensemble des copies, ce qui permet d'avoir une note très objective. Et ici, ce qu'on note, c'est que quand on a fait nos recherches et qu'on a développé l'intégration de cette intelligence artificielle chez TestWe, ça fait 9 ans qu'on existe, on avait déjà plusieurs centaines de milliers, voire des millions de copies qui avaient été répondues par les étudiants. Ce qu'on note, c'est que dans 90%... Donc on avait donné ces copies à l'intelligence artificielle, elles avaient déjà été notées par des professeurs, et on a demandé à l'intelligence artificielle de pouvoir proposer une note, sans qu'elle ait la note donnée par le professeur et sans qu'elle ait les commentaires. Et ce qui est incroyable, c'est que dans 90% des copies qui ont été corrigées par l'IA, dans 90% des cas, on retrouve la même note, enfin, on retrouve une marge d'erreur de moins de 10%. C'est-à-dire que si le professeur avait donné 16 à une copie, globalement, l'intelligence artificielle, dans 90% des cas, a aussi donné 16 à la copie. Et donc, dans 10% des cas restants, on a des écarts qui sont assez notables, mais c'est ce à quoi on a travaillé depuis mai dernier, après l'époque, pour résoudre en fait et diminuer au maximum ces écarts. C'est donc un outil que vous avez créé qui vient aider à la tâche des enseignants au quotidien. On le voit aussi dans le secteur de l'éducation. Les parents d'élèves, les enseignants, les élèves aussi ont exprimé tous leurs inquiétudes face à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le milieu de l'éducation. L'UNESCO l'a encore fait d'ailleurs il y a quelques jours en pointant l'absence de mécanismes de contrôle de l'intelligence artificielle dans le secteur, notamment en raison de son potentiel de triche massive et de sa capacité à générer des réponses à la place des élèves. Alors vous, le positionnement est un peu différent, mais est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi du terrain, ces craintes, ce besoin presque de pédagogie aussi auprès des établissements supérieurs ? Alors, si vous voulez, nous, on le ressent quand même beaucoup moins frontalement. Pourquoi ? Parce que la solution TestWe et la technologie TestWe, quand elle est implémentée et déployée dans les écoles clientes, va permettre d'installer un verrou digital autour de l'examen. Donc, quand l'examen se lance sur l'interface TestWe, l'élève ne peut pas quitter son interface de travail et il ne va pas pouvoir consulter et accéder à d'autres sites internet. Il ne va pas pouvoir consulter d'autres applications. Il ne va pas pouvoir donc accéder à ChatGPT qui va l'aider à répondre aux questions. Donc, quand les écoles utilisent TestWe, on n'a pas ce problème d'accès à ChatGPT et donc on n'a pas ce problème d'utilisation massive et de triche en conséquence. Ce qu'on note en revanche, c'est que depuis l'arrivée de ChatGPT accessible par le large public, c'est qu'on a bon nombre d'écoles, bon nombre d'institutions qui nous contactent en nous disant voilà, moi j'ai des cas de plus en plus avérés de triche avec de l'intelligence artificielle. Comment vous pouvez nous aider ? Et donc là, on les accompagne sur le déploiement de la solution TestWe et la mise en place du fameux verrou digital qui va permettre de prévenir l'utilisation et l'accès à ChatGPT. Et justement, ChatGPT et puis l'intelligence artificielle dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur. On va continuer à en parler dans la deuxième partie de notre talk, mais juste avant, on va faire un petit tour du côté de la planète tech.
Image, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil toujours d'Edouard Degnaud. Oh, not again. Okay, we got this. One in front of the other. Oh. 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 Ah. Oh. Oh. Yeah, one more. And... Oh. Oh. Yes. Okay, we just... Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invité Clément Régnier, directeur du développement et des partenariats de TestWe. Et puis juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Avec vous, on va embarquer pour New York. Ça fait rêver, on va remonter le fil de l'histoire jusqu'à une date, 1926, et un événement, le procès qui a opposé le sculpteur Constantin Brancusi aux douanes américaines, le tout mis en image par un roman graphique signé Arnaud Nebache, paru cette année aux éditions Drago. Absolument, alors qu'en fait, il y a un peu moins d'un mois, l'Office américain du droit d'auteur a refusé en appel le statut d'art à l'œuvre de Jason Allen. Vous vous souvenez, c'était cette œuvre générée à l'aide d'une IA qui avait remporté la première place de la foire annuelle de l'État du Colorado. Eh bien, un roman graphique signé Arnaud Nebache revient sur un procès qui est resté dans les annales pour avoir opposé il y a 100 ans le sculpteur d'origine roumaine Constantin Brancusi aux douanes américaines autour de l'une de ses œuvres intitulée L'oiseau dans l'espace. On la voit ici, il s'agit d'un cylindre de bronze poli composé à la base d'un cône bombé en son milieu, un peu comme un torse, et terminé au sommet par un léger biseau qui tient lieu de bec. La question qui a divisé à l'époque l'opinion publique à la Cour des douanes 3e division, c'est simplement est-ce que l'oiseau dans l'espace de M. Constantin Brancusi est une œuvre d'art ou absolument pas. Alors, vous nous parlez justement des douanes américaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le contexte et surtout sur ce qui a conduit ce sculpteur à s'opposer à elle? Absolument. Tout commence en 1924 sur la 57e rue à New York. Un galeriste du nom de Joseph Brumer décide de consacrer une exposition au sculpteur parisien Constantin Brancusi. Pour ce faire, il appelle le conseiller ami et agent de Constantin Brancusi, qui n'est autre que Marcel Duchamp. Et la BD, justement, va nous emmener sur leur
leurs traces, notamment le 20 octobre 1926, quand Duchamp embarque à New York à bord du paquebot Paris et livre aux douanes 42 sculptures et 27 dessins du sculpteur Constantin Brancusi. Ça devait être une simple formalité, mais la patatras, l'inspecteur douanier Dayton ouvre la boîte de l'oiseau de Brancusi et s'exprime: si c'est de l'art, je peux tout aussi bien retourner expertiser des fers à cheval et des fromages des dames parce que mon grand âge ne convient plus au poste. Traduction, l'œuvre est classée parmi les ustensiles de cuisine. Et donc, Duchamp doit payer 40% de taxes, comme c'est le cas pour les objets industriels, alors que les œuvres d'art, elles, sont exemptées de taxes. C'est donc le début du procès, le procès de Constantin Brancusi, évidemment, mais aussi le procès de l'art abstrait, si je comprends bien. Ouais, c'est une sorte de New York unité spéciale autour du crime artistique perpétré par l'artiste roumain qui décide de représenter l'idée du vol de l'oiseau plutôt que le volatile lui-même. Où sont passées les plumes, les griffes, où sont passés le bec? Un Erin Brockovich où la pollution est mentale et empêche les partisans de l'ordre ancien de déceler la beauté qui repose en fait dans la vibration de la lumière qui jaillit de la courbure de bronze de cet oiseau de feu. Ici, on en voit les photos de son propriétaire, un photographe américain, Edward Station, une sorte de Philadelphia où s'exprime le refus du changement d'époque, où l'art se libère de sa fonction mimétique figurée dans ces pages de la BD où on voit la réaction d'un sculpteur classique, Robert Ingersoll Aiken, qui répond à la question « Avez-vous déjà vu des œuvres d'art de M. Brancusi ?» Lui répond « Des œuvres, j'en ai vu, mais des œuvres d'art, ah non, je ne vois ici aucune forme d'œuvre d'art. » Vous nous parliez justement en début de chronique, Jeanne, du refus du Copyright Officer d'accorder le statut d'œuvre d'art à l'œuvre de Jason Allen. Est-ce que ce procès aussi éclaire certaines problématiques qui sont soulevées encore aujourd'hui par les images générées par l'intelligence artificielle? Absolument, c'était il y a 100 ans et pourtant on a toujours les mêmes questions qui reviennent. Notamment, on demande à l'ambassade des États-Unis à Brancusi quelle est sa part de travail faite pour créer en fait et pour produire l'œuvre, quel papier d'emery, quelle lime, quel ciseau, face et bien justement à la part de travail de la fonderie d'art à laquelle il a fait appel pour la coulure du bronze. Et c'est à peu près ce qui se passe dans le cas de Jason Allen face au Copyright Office quand il en fait doit pour son image attester des heures de travail qui lui ont été nécessaires jusqu'au nombre exact de prompts. Il parle de 624 prompts pour être précis qu'il a dû utiliser pour arriver à son résultat final. Mais le point commun qui est peut-être le plus intéressant au-delà des problématiques de la différence entre art et artisanat, entre technologie et apport humain, eh bien il y a un point commun qui, moi, m'intéresse vachement, c'est que l'œuvre de Brancusi, au même titre que l'IA, elle fait appel à une forme d'intelligence créative qui n'est pas seulement humaine. Et ça, on le voit dans la BD. À la fin du roman graphique, on voit l'artiste roumain au Havre qui apprend la nouvelle de Duchamp qui arrive de New York en bateau, de sa victoire au procès. Et là, on le voit, il est sur la plage et il donne vachement plus d'importance au polissage de la mer sur les roches, au polissage de la mer sur les rochers, qu'à n'importe laquelle de ses œuvres, fût-elle au cœur de l'actualité la plus bruyante. Bref, l'oiseau outragé, l'oiseau martyrisé, mais l'oiseau libéré, je pense que l'avenir de l'art à l'âge de l'IA nous le dira, en tout cas nous fera continuer cette chronique judiciaire. On va voir ça. Merci encore 1000 fois en tout cas Jeanne pour cette chronique. Et puis justement, l'intelligence artificielle, on va continuer à en parler dans la deuxième partie du talk avec notre invité. Et on est toujours en plateau avec Clément Régnier, le directeur du développement et des partenariats de TestWe. On en parlait en première partie. Il y a des risques aussi évidents dans l'émergence de l'intelligence artificielle dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur. Comment aujourd'hui intégrer l'intelligence artificielle qui est partout, chez les enfants, chez les parents, dans les entreprises, de manière équilibrée, saine aussi et productive dans le cursus scolaire et post-bac? Est-ce que c'est une demande aussi que vous avez au-delà de vos clients, de la part des enseignants, des établissements scolaires? Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui d'intégrer l'intelligence artificielle dans le cursus? Vaste question. Vous avez 4 heures. Allez, c'est parti. Merci Philippine. Comment l'intégrer? Je pense que c'est pas à nous qu'il faut poser cette question. Ce serait plutôt au ministère peut-être. Mais vous échangez avec eux aujourd'hui? On échange avec eux. On a eu d'ailleurs un échange assez intéressant avant les vacances d'été, avant les grandes vacances sur le sujet et la possibilité que TestWe puisse accompagner le ministère sur les retours terrain qu'on a justement et les remontées des professeurs, des enseignants qui utilisent TestWe et qui utilisent l'option TestWe IA d'ailleurs. Nous aujourd'hui,
en effet, il faut intégrer l'IA dans la pédagogie, il faut intégrer l'IA dans le cursus académique, il faut intégrer l'IA dans le cursus universitaire. On le voit, l'IA a pris en quelques mois une place, l'IA générative a pris une place considérable. Tous les jours, les gens l'utilisent de plus en plus. Hier, il y a une étude du BCG qui est sortie qui estime que les collaborateurs du BCG sont plus productifs à 70% avec l'utilisation de ChatGPT, enfin d'une IA générative. C'est considérable. Je pense que demain, une personne qui n'est pas capable d'utiliser une IA générative est vouée à se mettre un peu au banc de la société et du monde professionnel. C'est comme si aujourd'hui, eh bien, vous dites que Internet n'est pas utile dans le monde de tous les jours. Vous avez reçu Benjamin Marteau avec PIX et les certifications PIX il y a quelques jours. Il vous parle de ce besoin de pouvoir former les gens sur l'utilisation d'Internet, sur l'utilisation de l'ordinateur, mais c'est même au-delà, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Savoir qu'est-ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, savoir comment l'utiliser et savoir aussi comment le dresser avec des guillemets, le dresser dans le sens permettre de savoir comment lui parler pour qu'il puisse vous produire quelque chose que vous attendez. Jeanne disait que pour arriver à produire l'image, il y avait 24 prompts. Finalement, en fait, c'est peut-être pas le résultat ici qui est l'œuvre d'art, mais c'est dans ces 624 prompts parce que l'artiste, finalement, a réussi à dompter la machine en lui disant quoi faire. J'imagine qu'un artiste qui indique à une personne qui peint sur une toile, met un peu plus de jaune ici, met un peu moins de bleu ici, finalement l'artiste c'est pas l'exécutant mais ça va être la personne qui dicte à la machine. Tout ça pour dire que c'est fondamental, il faut y aller, il faut organiser les choses, mais il faut aussi l'encadrer. Et l'encadrement réglementaire législatif, je pense, interviendra un peu plus tard, puisque finalement la réglementation et la loi n'est que le porte-parole de la pratique. Vous m'avez devancé parce que j'allais justement vous poser la question, quel est le rôle aujourd'hui de la réglementation, des politiques gouvernementales dans la supervision et le contrôle de ces intelligences artificielles dans l'éducation ? Mais je pense qu'il ne faut pas réagir trop vite, comme l'Italie a pu le faire au mois de mai dernier quand elle a interdit l'utilisation de ChatGPT en Italie. À mon sens, mais ça c'est vraiment à titre personnel, je pense qu'il y a un devoir et un moment d'observation à adopter de la part du gouvernement et de la part des députés. Pourquoi ? Parce que le droit, c'est vraiment l'expression de la pratique et l'expression du terrain. On ne peut pas venir encadrer avant avoir observé les premières expérimentations et les premiers usages de l'intelligence artificielle, il faut pouvoir venir encadrer après. Parfois, le temps peut être très, très réduit entre les premières observations et la réglementation. Si on revient sur TestWe et notre pratique, on a eu une expérience très comparable à celle-ci, la réglementation. La réglementation et l'encadrement de la pratique des examens surveillés à distance, autrement dit le proctoring, le fait que l'étudiant, le candidat, soit chez lui, à réaliser son examen. Et avec notre technologie de surveillance à distance, via la webcam, via le micro, on va pouvoir garantir que c'est bien Philippine ou Jeanne, et pas Jeanne à la place de Philippine. On va pouvoir garantir que vous n'avez pas été accompagné, aidé par vos cousins, vos parents, vos frères et sœurs, que vous n'avez pas accédé à du contenu tiers, par exemple les fiches ou un manuel posé sur le bureau. Et cette pratique remonte aux États-Unis des années 2000, on va dire, et puis ça s'est, fur et à mesure, déplacé vers l'Europe et imposé pendant le Covid. Oui, tout à fait. La réglementation ne disait rien sur la pratique et l'organisation d'examens à distance. C'est-à-dire que chaque établissement supérieur avait sa propre politique interne. Exactement. En matière de... D'accord. La réglementation européenne venait dire avec le RGPD, attention, si, ça. Mais c'était très vague, c'était quelque chose de très, très, très global. Il a fallu attendre lundi, il y a 2 semaines maintenant, pour que la CNIL émette ses premières recommandations sur l'utilisation de solutions de surveillance d'examen à distance. Vous imaginez 2023, alors que les premières utilisations
qui remonte à 2020 aux États-Unis, on voit quand même apparaître les premières utilisations large public du proctoring dans les années, en 2020 pendant le Covid. Tout ça pour dire que, en fait, entre le moment où on commence à généraliser une pratique et le moment où la réglementation intervient, eh bien, dans ce cas du proctoring, il faut attendre 3 ans. Donc, à mon sens, en termes d'IA, il va falloir attendre un peu pour regarder les travers que peut engendrer l'IA et comment venir encadrer ces travers. Quelles sont les perspectives d'avenir aujourd'hui chez TestWe? Est-ce que vous avez d'autres fonctionnalités, grâce ou pas à l'intelligence artificielle, que vous comptez développer dans les prochains mois, les prochaines années? Alors déjà, ce qu'on espère et ce qu'on attend tous, c'est qu'il y ait une intelligence artificielle générative européenne. Parce que ChatGPT, Bard, Claude, etc., c'est chouette. Mais c'est américain. Quid le jour où une réglementation interdit l'utilisation de l'IA générative américaine, ou quid si jamais demain le RGPD vient dire écoutez, l'intelligence artificielle générative doit respecter le RGPD. On est, à mon sens, un peu en dehors des clous aujourd'hui. Toute la donnée que vous mettez dans le système va sur des serveurs localisés aux États-Unis. On a vu des dérives, Samsung notamment, où des employés Samsung mettaient des informations confidentielles dans le ChatGPT et qui étaient finalement accessibles par tout un chacun. Donc il y a toutes ces questions à garder en tête, et je pense que notre volonté, c'est de pouvoir espérer un jour la naissance d'un acteur européen pour être vraiment aligné à la réglementation, et parce qu'on est 100% français, qu'on souhaite rester 100% français et qu'on souhaite pouvoir construire un écosystème européen et reposer sur un écosystème européen. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est bien continuer à développer des solutions et des fonctionnalités basées sur l'IA générative, parce qu'aujourd'hui, les premiers retours sont vraiment très favorables, parce que les utilisateurs en demandent plus. Aujourd'hui, on a fait cet assistant personnel à destination des enseignants, des correcteurs, du monde administratif. Demain, notre volonté, c'est de pouvoir proposer une intelligence artificielle générative qui puisse aider l'étudiant, par exemple dans ses révisions, pour mieux comprendre là où il a fait des fautes, pour mieux comprendre pourquoi il a une bonne réponse aussi, parce que dans certains cas, on a bon, mais on ne sait pas forcément pourquoi on a bon. En tout cas, je me souviens que c'était parfois comme ça pour moi. Donc le principe, c'est de pouvoir, et nos perspectives, c'est de pouvoir vraiment accompagner et aider chacun des utilisateurs à tout niveau de la plateforme TestWe. Merci. Vous allez vite revenir nous en parler en tout cas. Merci en tout cas à vous. Clément Régnier, directeur du développement et des partenariats, d'avoir été avec nous. Vous l'avez vu au cours de l'émission, des initiatives telles que TestWe, démontrent justement la volonté du secteur de l'éducation de contribuer aussi à l'amélioration constante de l'enseignement, en permettant notamment aux enseignants de se concentrer sur ce qui est l'essence même de leur métier, l'enseignement et la recherche. Merci donc encore à vous d'être venu. Merci à vous aussi, Jeanne, d'avoir été là tout au long de l'émission. Merci également à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve très vite dans l'école du futur. À très vite.